Bonsoir tout le monde. Donc, on va enchaîner. Là, on s'était arrêté la dernière fois, d'accord? J'ai mes fichiers ou mes bases de données en bas, d'accord? Donc, très bien. Donc, l'autre fois, on s'était arrêté. Là, on a fait des tables croisées entre la classe d'âge et statut mariétal, d'accord? Donc, bien sûr. On a cherché, bien sûr, que, donc rapidement, je vais passer, donc on a trouvé que après un test de Q2, bien sûr, un effectif théorique qui est supérieur, c'est-à-dire on doit avoir au moins 80% des effectifs théoriques supérieurs à 5. On a 66. Et bien sûr, si on a aussi un effectif absolu, c'est-à-dire aucun effectif absolu inférieur à un, d'accord? Mais ça, on l'a dans notre tableau, d'accord? Vous voyez ici, on a 0 0 ici, d'accord? 0 là et là. Bien sûr, l'interprétation du test de Q2 euh, sera biaisée si on interprète directement à partir de la valeur de Q2, bien sûr avec son petit p, d'accord? Si jamais on ne fait pas attention aux conditions d'application du test, on va interpréter directement. Là, on passe à côté de la bonne interprétation. D'accord? Donc, toujours ici, il faut se méfier des conditions. Bien sûr, on sait très bien que les conditions, que nos effectifs théoriques doivent être supérieurs ou égaux à 5. Là, on a 66%. On a dit dans l'SPSS, généralement, on peut interpréter les résultats si jamais on a un effectif théorique, au moins 80% des effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5. D'accord? Bien sûr, avec un effectif absolu, c'est-à-dire le n, c'est-à-dire le nombre de cas, aucun cas ne doit pas être inférieur à un. Donc, on fait appel à ce qu'on appelle correction de Yote, donc moins un demi, mais on peut passer directement si on a, comme vous vous rappelez du cours, donc pour les phénomènes rares, on a un seul cas ou zéro cas, on fait appel à la loi de Poisson des phénomènes rares et bien sûr, on va directement passer à ce qu'on appelle le test exact de Fisher. D'accord? Dans le test exact de Fisher, généralement, il apparaît dans les tables, je fais toujours le rappel de la dernière séquence, on fait appel à une table de contingence 2 à 2, deux lignes, deux colonnes. D'accord? Le test exact de Fisher apparaît. Mais lorsqu'on a plusieurs modalités, c'est-à-dire supérieur à 2, soit plus de deux lignes, soit plus de deux colonnes. Dans notre cas, euh, on a quatre lignes et trois colonnes. On a dépassé le nombre le nombre, c'est-à-dire le nombre de lignes ou de colonnes pour faire apparaître le test exact de Fisher. Voilà. Donc, pour cela, il y a une alternative, bien sûr, pour résoudre à cette situation, pour résoudre à ce problème et bien sûr répondre à cette situation. Donc, on a pensé à faire ce qu'on appelle le, faire appel au test de Monte-Carlo, d'accord? Dans ce cas, on a été utilisé exact ici. On va bien sûr cliquer Monte Carlo. Donc, il nous donne un pourcentage de confiance de 99% et bien sûr le nombre d'échantillons, c'est-à-dire vous voyez combien d'échantillons il va utiliser pour vérifier notre test. D'accord? Donc, vous le laissez comme ça et bien sûr faire euh, poursuivre, poursuivre. D'accord? Donc, et je vais cliquer OK. D'accord? Je vais passer directement à notre table, notre fameuse table dans laquelle on doit se méfier pour faire une bonne interprétation. Là, comme vous voyez, le Q2, notre Q2 qu'on a calculé au début, c'est 14, comme vous le voyez auparavant. Donc, la signification, elle est là. Donc, ce qu'on doit éviter à interpréter, d'accord? Mais là, comme vous voyez, regardez ici, avec le test de Q2, avec Monte Carlo, le test de Monte Carlo, signification de Monte Carlo, voilà, elle nous donne
0,2, il y a une différence qui est significative. Qui dit significative, c'est-à-dire le petit p il est inférieur à 0,05. Si le p il est inférieur à 0,05, on va rejeter l'hypothèse nu qui dit il y a une indépendance entre les deux variables. Et bien sûr, on accepte l'hypothèse alternative H1 qui dit il y a une dépendance entre les variables. Bien sûr, ici, comme vous voyez, le test exact de Fisher. Donc, le test exact de Fischer, comme vous voyez, il se base bien sûr sur le calcul du test de Monte-Carlo. Et comme vous voyez ici, il nous donne 0,21. Donc, comme vous voyez ici, la différence, elle est significative. Donc, c'est pareil. Si on utilise le petit p avec le test de Monte-Carlo, d'accord? Donc, ça nous donne le même résultat en termes de signification. D'accord? Mais là, comme vous voyez, le Q de classique avec son degré de liberté, bien sûr, sa signification. Très bien. Donc ici, on voit les conditions qui ne sont pas remplies. On a 66% des effectifs théoriques inférieurs à 5. D'accord? Et comme vous voyez, l'effectif théorique minimal est de 0,16. D'accord? Et ça, c'est très important pour savoir, euh, pour savoir l'utilité des conditions, le respect des conditions d'application des tests. Voilà. Donc, regardez, il est basé, le Monte Carlo, basé sur 10 000 tableaux d'échantillons, d'accord? Pour arriver à la fin de vous faire ce calcul et bien sûr déduire cette petite p. Et ici, on voit l'intervalle de confiance, on le voit qu'il est étroit, c'est-à-dire qu'il nous donne une valeur plus précise. D'accord? Donc, très bien, voilà. Donc, j'ai arrivé à ce stade-là. Donc, on va continuer toujours. Donc, bon, pour le test Q2, je crois que il y a, il y a, il y a, il y a aussi, donc je dois fermer ici, d'accord? Il y a ici un test Q2, quelque part, pour vous faire montrer l'intérêt du test Q2, on peut le trouver. Vous pouvez aller directement au test non paramétrique, regardez, boîte de dialogue ancienne version, ça dépend des versions bien sûr, et je prends le Q2, d'accord? Vous vous rappelez l'autre fois, lorsqu'on a parlé dans le prérequis du sexe ratio. Le sexe ratio, c'est un rapport sans unité. Voilà. C'est-à-dire le sexe ratio masculin sur féminin. On doit signaler sexe ratio sexe ratio, d'accord? Et entre parenthèses, féminin sur masculin ou masculin sur féminin. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas avoir un rapport de 0, mais surtout il faut renverser le rapport de telle sorte qu'on trouve un nombre entier au début. D'accord? C'est mieux en termes d'interprétation. D'accord? C'est un choix, ça reste un choix, mais l'essentiel, il faut l'écrire comme ça, sexe ratio, entre parenthèses masculin sur féminin ou féminin sur masculin, est égal à une valeur. Cette valeur-là, il nous donne 100 unités, il nous donne combien de nombre de femmes par rapport aux hommes ou le contraire. D'accord? Donc, regardez, on peut, comme on a vu ensemble, on va sur test non paramétrique, bien sûr, on va chercher le test Q2 et on va prendre par exemple le sexe, d'accord? Ici, c'est pas la peine de rien changer, d'accord? Et je peux demander par exemple les caractéristiques, d'accord? Regardez, donc je vais cliquer OK. Et qu'est-ce que je dois avoir? Donc, il vous donne bien sûr une moyenne n'a aucun sens, d'accord? Puisqu'on a codé le sexe masculin et féminin avec le code 1 et 2 pour 1 pour le masculin et 2 pour le féminin. Attendez, je vais m'assurer ce qu'on a fait, d'accord? Donc, je vais voir. Donc, on a donné bien sûr le féminin 1 et le masculin, on a donné 2, d'accord? Très bien. Donc, je vais à mon journal de résultats. Donc, ça n'a aucun sens puisqu'il fait la moyenne entre 1 et 2 entre nos deux modalités du sexe. Mais ce tableau, il est important, c'est un tableau de fréquence. Regardez, le sexe féminin, on a 10 cas, le sexe masculin, on a 41 cas. Bien sûr, regardez, le test Q2, si vous vous rappelez l'autre fois, il se base sur l'effectif théorique. Vous vous rappelez? Donc, comment calculer les tables théoriques pour des tables de contingence, nombre de lignes moins un fois nombre de colonnes moins un. Là, pardon. C'est total ligne fois total colonne sur le total général. D'accord?
Donc, vous avez ces tableaux dans le prérequis que j'ai partagé avec vous. Donc, total, une fois total condensation totale générale, on va trouver l'effectif théorique de la modalité X. Donc, on va passer à l'autre, etc. Donc, ici, il nous donne l'effectif théorique de 25%. Bien sûr, il applique notre formule de Q2. Il va trouver 18. Donc, le degré de liberté, c'est le nombre de colonnes moins un fois le nombre de lignes moins un. C'est nombre de colonnes moins un moins nombre de lignes moins un. Il nous donne un degré de liberté. D'accord? Et par la suite, on a le petit p. Regardez, si on fait double-clic, il va nous donner la valeur exacte. Donc, c'est 14, 10 à la puissance moins 6. D'accord? C'est donc, la différence, donc, elle est hautement significative entre les deux sexes. D'accord? La différence est hautement significative entre les deux sexes. Si on fait par exemple masculin sur féminin, on va trouver un sexe ratio est de 4,1. Donc, et de 4 fois de masculin dans notre base de données par rapport au féminin. D'accord? On va tester la comparaison entre les deux modalités du sexe. On va trouver un Q2 qui est de 18,84 avec une différence qui est hautement significative. Pourquoi hautement significative? Parce que le petit p il est inférieur à 0,05, donc on va accepter l'hypothèse alternative H1 qu'il dit, il y a une différence qui est hautement significative. Il y a une certaine indépendance entre les deux modalités du sexe. Mais si le petit p il est inférieur à 1%, très significatif, s'il est inférieur à 1 pour 1000, hautement significatif. Là, on est à un petit p inférieur à 1 pour 1000. D'accord? Et la différence, elle est hautement significative. Donc là, si on voulait calculer le sexe ratio avec le test de significativité entre les deux sexes. Vous voyez, on a notre Q2 avec Q2, bien sûr, avec son degré de liberté et le petit p. D'accord? Et ici, on a le rapport, on a les effectifs observés. On peut faire numérateur, par exemple, c'est 41, dénominateur, c'est 10. Il nous donne un sexe ratio de 4,1. D'accord? 4,1 avec un Q2 qui carré, qui est de 18, donc 0,8, et un petit p qui est inférieur à 1 pour 1000. D'accord? Vous voyez, donc on peut, et regardez les conditions ici, il y a zéro cellule inférieure, zéro cellule en des fréquences théoriques inférieures à 5%. D'accord? Je vais revenir à une chose dans laquelle on a fait ce test. Je reviens rapidement, je me rappelle des choses à chaque fois, mais on ne peut pas tout dire. Et il faut toujours se rappeler de ça. Regardez, donc dans le test de Monte Carlo qu'on a fait tout à l'heure, donc regardez, lorsqu'on a dit qu'on a 66% ou 67% ayant un effectif inférieur théorique inférieur à 5, d'accord? Si on a une table de contingence, donc toujours, si on a par exemple une table de contingence de 2 à 2 et on a une seule case par exemple, ayant un effectif théorique, ayant un effectif théorique inférieur à 5, automatiquement, c'est 25%. 25%, automatiquement, le non-respect de conditions d'application du test, toujours, on va penser à faire ce qu'on appelle, on va lire dans le test exact de Fischer. Vous voyez, l'occasion, on peut avoir un effectif inférieur, par exemple, à 20%, c'est-à-dire 15 ou 10%, on doit avoir plusieurs modalités, soit dans le colon, soit dans la ligne. D'accord? Pour arriver à avoir par exemple 15% et pour dire que l'effectif théorique inférieur ou égal à 5, elle est de 85%, on peut interpréter directement sans passer par Monte Carlo et le test exact de Fischer. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc toujours dans une table de contingence, rappelez-vous de ça, dans une table de contingence 2 à 2, deux lignes, deux colonnes, au moins une case ayant un effectif théorique inférieur à 5, automatiquement ça nous donne le 1 quart, 25%. Donc, c'est 75% ayant un effectif théorique supérieur, voilà, supérieur ou égal à 5. D'accord? Toujours, il faut se méfier de ces conditions. Et pour remédier à cette situation, pour répondre ou remédier à ce problème, donc essayez toujours de faire appel à ce petit texte là en bas si jamais les effectifs théoriques sont inférieurs ou égal à 5. D'accord? Je vous remercie. Donc, je vais essayer d'arrêter. Je vais enchaîner sur la séquence suivante. D'accord? Merci.